À 7h46, l'heure de l'interview politique du 6-9. Christophe Barbier, vous recevez le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. On va parler des affaires d'abord. Jacques Chirac n'assistera pas à son procès. Est-ce que vous le regrettez? Je le regrette, mais il faut admettre que son état de santé ne lui permet pas de le faire. Parce qu'on a attendu pendant 15 ans. On a attendu pendant 30 ans pratiquement, depuis les fêtes. C'est ça qui est dramatique. Il faut changer la Constitution pour juger un président s'il le faut pendant son mandat? Oui, il le faut. Alors pour des actes qui ne sont pas liés à sa fonction, des délits, des crimes qu'il aurait commis avant et qui auraient été découverts ou pendant, bien sûr, il ne s'agit pas d'être assailli de toute forme de recours judiciaires qui peuvent exister. Il faut pour ça une commission, je crois que c'est d'ailleurs François Hollande qui l'a proposé, qui pourrait examiner la validité des demandes. Mais effectivement, pendant son mandat, un président de la République, pour des faits différents que celui qui sont liés à sa fonction, doit pouvoir être jugé. Je crois que c'est une question, je dirais, de principe républicain. Et on voit là que cette situation, au final, a fait dériver les choses. Affaire à gauche aussi. Jeudi, on ne parlera que de Jean-Noël Guérini. Principe républicain, il doit démissionner du PS, il est mis en examen? Je crois qu'il ne faut pas dire les choses à moitié. Hein. Depuis le début, moi j'avais demandé une commission d'enquête au Parti Socialiste. Elle a eu lieu sur le fonctionnement de cette fédération. J'avais aussi dit qu'il y avait la justice qui devait fonctionner. Là maintenant, la justice va prendre ses responsabilités. Elle a fait son travail. On verra bien en fonction de ce qui sera dit lors de cette audition ou après cette audition. Mais Jean-Noël Guérini doit en tirer toutes les conséquences. François Hollande, que vous soutenez, a-t-il, quand il dirigeait le PS, protégé, étouffé certaines pratiques? Non, au contraire. Je crois que là, il s'agit d'une affaire judiciaire. Mais les pratiques du Parti Socialiste, par exemple, les fausses cartes de la Fédération des Bouches-du-Rhône, c'était connu. C'est François Hollande qui a mis de l'ordre dans cette fédération sur ce plan. La gauche remontera au créneau contre la direction centrale du renseignement intérieur, contre les soupçons d'écoute téléphonique, de repérage téléphonique qui pèsent. Oui, cette semaine à l'Assemblée nationale, parce que il y a eu violation de la loi par les plus hauts responsables de la police nationale et du renseignement qui sont censés préserver les Français contre l'insécurité. Et ils ont violé la loi sous les ordres de l'Élysée. Et d'ailleurs, M. Guéant, ministre de l'Intérieur, l'a admis. Il n'a pas parlé d'écoute, il a parlé de repérage. Mais c'est la même chose. Moi, je demande que M. Guéant et les responsables de la police nationale soient auditionnés très vite par l'Assemblée nationale. Et s'il y a faute, il doit y avoir sanction, parce que c'est très grave. Et si la gauche revient au pouvoir en 2012, elle pourrait supprimer cette direction centrale du renseignement? Il faudra réformer beaucoup de choses en matière de sécurité. Parce que d'abord, la sécurité des Français, elle s'est dégradée. Le succès de Nicolas Sarkozy, malgré les sondages, il n'est pas au rendez-vous. La sécurité, les atteintes aux personnes ont augmenté. Donc il faut réorganiser le travail de la police nationale, à la fois sur le terrain, et puis avoir une conception républicaine de la police qui ne soit pas, je dirais, sous l'utilisation permanente du pouvoir politique dans ses propres intérêts. C'était le cas d'ailleurs de ces écoutes qui ont mis en cause l'indépendance de la presse et qui met en cause l'indépendance de la justice. Le Parlement, aujourd'hui, parlera rigueur. Est-ce que vous êtes satisfait que le gouvernement recule sur la taxation des plus-values immobilières pour les résidences secondaires? Non. Ça, s'il y avait cette mesure devrait être prise. Ce n'est pas très sérieux. Mais c'est toujours la même chose. Tout ce qui est fait par ce gouvernement en matière fiscale a toujours aidé les plus fortunés en France. Et donc, là, on a un exemple, même si les résidences secondaires ne sont pas propriété des plus fortunés, forcément. Mais je crois qu'il y a toujours cet état d'esprit de faire des cadeaux. Les plus aisés, les plus fortunés dans ce plan Fillon vont être taxés pour un centième des cadeaux fiscaux qu'ils ont reçus depuis le début du pouvoir de la droite, depuis 2002, et du quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire les classes populaires, les classes moyennes. Par exemple, l'augmentation sur les mutuelles, c'est-à-dire ça va être plus cher pour se soigner et certains vont finir par plus se soigner du tout. L'hôtellerie de luxe pourrait être taxée, elle, ça c'est une... Oui, mais attendez, on n'est pas là en train de faire du commentaire sur chaque petite mesure. Derrière, où est la stratégie ? Où est l'ambition? Où est le vrai règlement des problèmes? C'est plutôt des rustines et des raclages de fonds de tiroir, ce que fait le plan Fillon. Hein. Les vrais problèmes ne sont pas traités. D'ailleurs, je vous rappelle que le Parlement est convoqué cet après-midi pour parler du fonds de soutien et de solidarité européen. Là, vous approuvez. Bien, nous sommes d'accord sur le principe. Mais là où il y a un problème, c'est ce qui s'est passé cet été. La rencontre Merkel-Sarkozy a été un échec et une grave faute politique que Mme Merkel est en train de payer dans les urnes. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage tous les deux de s'attaquer au vrai problème de l'Europe. Il fallait d'ailleurs, il y a déjà un bon moment, être beaucoup plus offensif pour sortir de cette situation de danger. Et nous y sommes maintenant de plus en plus. Il faut mettre en place les euro-obligations
pour mutualiser la dette. Il faut aussi mettre en place cette taxe sur les transactions financières. On en parle, mais ça ne se fait jamais. Ça sera proposé au G20. Et puis, écoutez, à force de reporter, la situation de chaque pays se dégrade. C'était la Grèce, après c'est l'Italie, après c'est l'Espagne, il y a eu le Portugal et il y a eu l'Irlande. Et ça sera la France? Alors justement, il faut éviter que ce soit la France, il faut éviter que ce soit d'autres pays. Alors, pour éviter que ça soit la France, il y a un principe qui n'est pas une rustine, c'est la règle d'or. Si le président convoque le Congrès, vous socialistes, vous serez obligés de voter la règle d'or pour protéger la France contre les agences de notation. Est-ce que franchement, on peut croire que de mettre dans un texte constitutionnel une règle qui serait l'objectif d'atteindre les équilibres budgétaires, que ça va régler le problème? Ça rassure les marchés, on gardera notre territoire. Non, je ne crois pas un seul instant que ça rassure les marchés. Et je crois que ce qui compte, c'est d'avoir une volonté politique, de prendre les bonnes décisions, d'avoir une stratégie, de savoir où on va, et surtout, et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement, soutenir la croissance. Parce qu'aujourd'hui, avec les politiques de Nicolas Sarkozy, de Mme Merkel, on est en train de rentrer dans la décroissance, on est en train de rentrer, je dirais, dans la récession. Et c'est plus on va dans cette direction, plus les marchés dont justement vous parlez vont être inquiets et vont contribuer encore plus à dégrader la situation. Donc ce qu'il faut, c'est prendre des décisions. La Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, devra intervenir pour racheter les obligations des États défaillants, plutôt que de laisser tout dégringoler. Et puis, je l'ai dit, la taxe sur les transactions financières, les eurobonds et des mesures pour soutenir la croissance. Parce qu'aujourd'hui, on va vers la récession, le chômage massif. C'est ce que tous les économistes sont en train de dire. Ségolène Royal dit que si elle est élue présidente, elle fera une règle d'or en 2012, une vraie règle d'or. François Hollande pourrait en faire autant? Écoutez, François Hollande a dit clairement qu'il était pour que soit adoptée en début de législature une loi pluriannuelle des dépenses publiques qui fixe exactement nos objectifs, à la fois en termes d'équilibre budgétaire, mais aussi en termes de priorité pour l'investissement. C'est sa règle d'or à lui. Mais c'est la règle d'or qui sera soumise au vote des Français. Parce que pour qu'une règle d'or ait un sens, c'est pas de la faire voter par le Congrès du Parlement à la fin d'un quinquennat, c'est de la faire voter par le peuple français. C'est lui qui approuvera le programme de dépenses et de recettes des finances publiques de l'État. C'est le peuple français par son vote, en choisissant un candidat, qui fera que les choses seront claires pour l'avenir. Ce candidat, ça sera François Hollande, candidat de la gauche, c'est plié, il est en tête dans tous les sondages. Mais c'est jamais plié, il y a des primaires, il faut que ces primaires réussissent. Et pour qu'elles réussissent, il faut que les Français viennent nombreux s'exprimer, ils en ont le droit, ils en ont la possibilité de choisir le candidat qui non seulement permettra de gagner, mais surtout d'engager le pays dans une transformation, lui redonner des perspectives, lui redonner confiance. Et en particulier pour traiter les problèmes de l'urgence. Je pense à la question de la jeunesse, au moment de la rentrée scolaire. Et qu'est-ce qu'on voit partout face à l'austérité, face aux inégalités sociales? On voit la jeunesse qui manifeste. Regardez encore en Israël, mais aussi dans... Vous l'appelez à voter François Hollande, candidat des jeunes? J'appelle les Français qui veulent un changement et qui veulent à la fois une politique responsable, réaliste, et en même temps qui veulent de l'audace, et qui veulent aussi que la République, dans ses principes, soit rétablie, de faire le choix qui nous permette d'engager ce changement. Et appelez-vous Dominique Strauss-Kahn à se taire? On nous dit qu'il va parler dans les 15 jours, parce que chaque fois qu'il prend la parole, on n'entend plus que lui. 80% des Français disent qu'ils en ont un peu assez du feuilleton de l'affaire Strauss-Kahn. Vous êtes dedans? J'en fais partie, parce que je crois que la justice américaine s'est prononcée. Elle a levé toutes les charges concernant Dominique Strauss-Kahn. Il reste au civil, il est en France et il va sans doute s'exprimer. Mais moi, je ne vais pas commenter chaque commentaire et je crois qu'il faut se consacrer à l'essentiel. C'est un boulet quand même pour vous, Strauss-Kahn. L'essentiel, c'est la crise dans laquelle nous sommes. C'est le besoin de changement, c'est la nécessité d'engager une politique qui redonne l'espoir aux Français. Je l'ai dit à l'instant. Et donc, on ne va pas se laisser dériver. Il faut aller à l'essentiel. Donc, je ne serai pas dans le commentaire du commentaire. Je crois qu'aujourd'hui, un peu de calme fera du bien. Thomas Piketty, économiste proche du PS, dit François Hollande doit se prononcer contre le cumul des mandats. Député et maire comme vous, c'est plus possible. Il s'est prononcé. François Hollande s'est prononcé à La Rochelle. Il y aura plus de cumul. Il s'est prononcé devant des centaines de journalistes. S'il est élu président de la République, et je le soutiens, il fera voter une loi qui interdira le cumul de mandats entre un exécutif local, un maire, adjoint au maire, président de conseil général régional ou vice-président, et parlementaire. Et ça sera voté lorsque François Hollande sera président de la République. Jean-Marc Ayrault, merci. Bonne journée.